Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour chers auditeurs. Dans le cadre de l'émission Nous avons vu pour vous, nous sommes Jean et Christine Bourguina et nous allons vous présenter aujourd'hui 3 ouvrages. J'étais roi à Jérusalem, de Laura Huonati, puis Louis XVI et ses frères, histoire d'une tragédie familiale d'Emmanuel de Valicourt, et enfin Le Faucon de Gilbert Sinoué. J'étais roi à Jérusalem, d'après Laura Huonati, aux éditions Actes Sud, 20 août 2025, 304 pages. Laura Huonati est née en Italie, mais elle étudie en France. Elle est l'auteure d'un premier roman remarqué, intitulé « Une histoire italienne », édité en 2019 et qui a été finaliste du prix du premier roman en 2019, puis prix Henri de Régnier de l'Académie française en 2020. Le roman qui nous intéresse relate l'histoire de Wassif Jawahirieh, le dernier fils d'une famille de notables chrétiens orthodoxes vivant à Jérusalem à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Pour réaliser son récit, Laura Huonati s'est librement inspirée des mémoires de Wassif, musicien palestinien de Oud. Il s'agit d'un instrument oriental à cordes pincées dont s'est inspiré le luth européen. Dans cette famille respectable, où le père a réussi à obtenir une petite charge de fonctionnaire de l'Empire ottoman auprès du représentant turc local, devenir joueur de oud n'est pas un métier. Mais la petite histoire de Wassif est surtout un prétexte pour nous faire découvrir Jérusalem, pour évoquer l'amour et la nostalgie de Wassif pour sa ville natale, envoûtante, orientale, pleine de senteurs, de vie et de joie, avant qu'elle ne soit balayée par les turbulences de l'histoire. Si bien que Wassif sera contraint de s'exiler à Beyrouth. À l'époque où commence la vie de Wassif, les Ottomans ont assis leur puissance depuis 6 siècles sur les Balkans, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Jérusalem, elle, est au croisement de cultures et de religions diverses. Et là, malgré leurs différences, juifs, musulmans et chrétiens font ville ensemble, comme l'évoque le personnage principal. En effet, avant de s'identifier à leur propre religion, les habitants de Jérusalem se sentent avant tout habitants de la Terre Sainte, et les intellectuels palestiniens rêvent même d'une nation arabe en dehors d'une religion. Le livre trace de manière linéaire les étapes de la vie de Wassif depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est un enfant aimé de ses parents, et il accompagne son père sur son âne dans ses tournées de travail. Là, il découvre un père fier de son statut et de sa lignée, mais aussi doté de peu de sens pratique, heureusement compensé par une mère solide. Peu scolaire, Wassif préfère s'amuser, si bien qu'il est renvoyé de l'école chrétienne. Un ami de son père l'invite à le mettre dans une école innovante par ses méthodes et son ouverture aux idées d'une nation arabe en dehors du fait religieux. C'est à cette période qu'il est conquis par le oud, dont joue un jeune musicien juif de son quartier. Il décide qu'il deviendra joueur de oud sans l'assentiment de ses parents. Et quand il joue et jouera plus tard, il sera apprécié tant il fait corps avec la musique, que l'on joue dans ces régions du monde à l'oreille, sans partition, ce qui étonne les étrangers. Et ses admirateurs de remarquer, à travers son oud, Wassif sait tirer des autres l'amour et l'amitié comme on tire le vin. Sous la plume de Laura Huonati, Wassif nous fait part de sa petite histoire, de ses réflexions et de ses doutes face à la grande histoire qui ballotte et déchire la région et l'harmonie de sa ville adorée. Pourtant, Wassif, qui signifie celui qui adore, ne peut s'empêcher de vivre. Parce que ce roman, c'est aussi une histoire de résilience pour rester un homme libre, amoureux de la vie, dans un siècle mouvementé auquel on ne peut échapper. J'ai aimé ressentir les vibrations de la ville et aussi la description d'un personnage attachant, bien qu'inclassable. Wassif, en effet, se déclare mauvais fils, mauvais mari, mauvais père et mauvais patriote. Mais dit-il, moi je suis surtout un homme qui rit, un homme qui joue. Moi, Wassif, fils de Jéri Jawahirieh, j'étais le roi à Jérusalem. Laura Huonati confie d'ailleurs dans une interview « Wassif, c'est le dernier roi d'un dernier royaume disparu, le dernier témoin du vivre ensemble à Jérusalem. On ne peut plus actuel. » Nous revenons maintenant en France, au XVIIIe siècle, pour Louis XVI et ses frères, histoire d'une tragédie familiale, d'Emmanuel de Valicourt,
paru en 2024 aux éditions Taillandier, 510 pages. Dans les coulisses de l'histoire monarchique française, Emmanuel de Valicourt déploie une plume érudite et sensible, guidée par une passion pour les figures oubliées et les tragédies du XVIIIe siècle. Juriste et historien, il est l'auteur de plusieurs œuvres sur des personnages de la cour de Versailles dans la période pré-révolutionnaire, combinant recherche documentaire et approche psychologique des personnes. J'ai apprécié Louis XVI et ses frères, car l'auteur va étudier les interactions dans cette fratrie dès sa plus petite enfance jusqu'à la période révolutionnaire. Tout d'abord, l'auteur insiste sur les deuils successifs au sein de la famille royale pendant l'enfance du futur Louis XVI. En effet, lui perd son frère aîné à 8 ans, son père à 11 ans, puis sa mère à 12 ans. Il n'était pas particulièrement destiné à devenir roi, et ses parents ne cachaient pas leur admiration pour les vivacités de leur aîné, et montraient plutôt de la commisération pour les lenteurs du second. Dans sa jeunesse, Louis XVI a bien du mal à se forger une personnalité, car il se laisse persuader de la prééminence de l'esprit de son aîné, disparu, et de son cadet sur le sien. Enfin, son grand-père Louis XV a peu de temps à consacrer à ses petits-fils, et ne va pas les former en matière politique et militaire. Le dauphin devient roi à 20 ans en 1774, et pleure son grand-père, auquel il était très attaché. Cette tristesse peut être aussi de l'inquiétude devant ses nouvelles fonctions. Le diplomate autrichien Mercy prophétise alors. Le roi, qui avec un extérieur sévère est réellement doux et faible, ne mettra jamais ordre aux effervescences des princes ses frères. En effet, le comte de Provence, le futur Louis XVIII, est un homme d'intrigue qui toute sa vie va faire preuve d'ambition, de dissimulation et de cynisme. Tandis que son cadet, le comte d'Artois, le futur Charles X, va montrer pendant toute sa jeunesse un libertinage effréné et, de manière générale, un comportement peu responsable, ce qui le fera rapidement détester de l'opinion publique parisienne. Le livre dépeint, de manière très vivante, les jeux de pouvoir à la cour et les tentatives des deux frères pour influencer le roi, quelquefois en passant par Marie-Antoinette ou par l'entourage de la reine. Il est aussi bien expliqué la rapidité de propagation des ragots concernant la famille royale. Donnons la parole à Madame Campan, la femme de chambre de Marie-Antoinette. Le moindre valet raconte ce qu'il a vu et entendu. Ses propos circulent avec rapidité et forment cette redoutable opinion publique qui s'élève, s'agrandit et emprunte sur les plus augustes têtes des caractères souvent faux, mais presque toujours ineffaçables. C'est ainsi que libelles et pamphlets vont inonder Paris et Versailles et condamner à terme la famille royale. Enfin, l'auteur pose la question. La révolution de 1789 aurait-elle été différente avec un autre roi ? Dans le livre, il est aussi sous-tendu la question « Que se serait-il passé si les frères de Louis XVI avaient davantage utilisé leurs capacités pour travailler pour le bien commun ?» Personnellement, il me paraît difficile d'écrire l'histoire en mettant seulement en première ligne les caractères des dirigeants et leurs interactions. Après la lecture du livre, j'oserais une comparaison maritime. Je dirais que le navire royauté de Louis XVI n'était pas prêt à affronter la haute mer, que le roi n'avait pas une idée précise du mauvais temps qui l'attendait. Son équipage ne l'a pas aidé, à commencer par son entourage familial proche, épouse et frères. Il n'a pas réussi à passer la barre à un marin chevronné, comme le contrôleur des finances Calonne, qui voudrait réformer complètement le pays du point de vue économique. À partir de là, le naufrage de l'Ancien Régime était prévisible. Voici une citation de Charles-Alexandre de Calonne, auquel Emmanuel de Valicourt a d'ailleurs consacré un livre. « Sire, l'État ne peut être sauvé que par une réforme entière et profonde. On ne saurait se contenter de palliatifs ou de mesures isolées. Il faut tout à la fois augmenter les ressources, diminuer les dépenses inutiles, réformer la perception et établir un ordre stable et durable dans les finances. Telle est l'unique voie pour rétablir la confiance et assurer la prospérité de votre royaume. » Bien entendu, toute ressemblance avec l'état de la France d'aujourd'hui serait purement fortuite. Je vous laisse découvrir la conclusion. Louis XVI et ses frères, histoire d'une tragédie familiale, d'Emmanuel de Valicourt, édition Taillandier, un livre historique bien écrit et fort intéressant. Merci Jean.
Et voici notre dernier ouvrage, Le Faucon, d'après Gilbert Sinoué aux éditions Gallimard, édité en 2020, 279 pages. Avec ce roman biographique, nous repartons pour le Moyen-Orient arabe, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'auteur, Gilbert Sinoué, né au Caire, est un fin connaisseur de l'histoire et des mythes de cette région. Et son récit va nous faire découvrir le destin extraordinaire de Zayed, devenu Cheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan, du nom de sa famille. Zayed est né dans une tribu de Bédouins, les Baniyas, dans la partie orientale de la péninsule arabique, sur la rive sud du golfe Persique, à l'époque dans l'oasis de Liwa. Mais tout cela est à l'orée d'une zone de désert nommée le Quart vide, tant les conditions de vie y sont difficiles. Zayed nous parle. Il dit « Des milliers de plaines de sable, d'arbustes mangés par le soleil, une immensité effrayante où seuls les héros s'aventurent. » Zayed est le descendant de Zayed le Grand, qui au XIXe siècle dirigea son clan à l'âge de 20 ans. C'était le grand-père de notre Zayed à nous. C'était un personnage d'exception qui a marqué le futur cheikh, puisque pendant son règne, il ne se fondait pas sur la force, mais sur un subtil équilibre entre droit et devoir. En plus de renforcer la sécurité intérieure, il a aboli l'esclavage, encouragé l'instruction des filles et refusé de devenir un vassal des Turcs. Selon les lois tribales, c'est son frère aîné qui va devoir gouverner et non pas Zayed, après la mort de son grand-père et celle prématurée de son père. Leur mère fait jurer à ses 3 fils de ne pas s'entretuer. Aussi, Zayed devient quant à lui gouverneur de la région d'Al-Aïn, à 160 km de la capitale. Mais au fur et à mesure de son règne, le frère aîné est de plus en plus autoritaire, ce que la tribu accepte mal. Il semble fatigué par sa charge et aussi par les bouleversements politiques qui sévissent au Moyen-Orient. Sa mère propose alors au clan que la charge revienne à Zayed, qui apparaît le plus compétent. Le jeune homme, entre-temps, s'est formé. Il est cultivé. Il est allé à Paris. Il parle anglais. Et surtout, c'est un visionnaire. Il a toujours eu 1000 plans, traçant des tas de dessins sur le sable pour développer son pays et pour donner aux tribus de la région accès à l'eau, à l'éducation et aux soins. Il peut aussi compter sur sa dernière femme, Fatima, dont il écoute les conseils avisés et dont il encourage l'éducation et les prises de responsabilité. Le récit semble compter, en accord avec ces tribus de tradition orale, où les vers sont psalmodiés au rythme des chameaux et des caravanes, mais aussi en l'honneur de Cheikh Zayed, qui aimait composer de la poésie. Gilbert Sinoué, en ne nommant que très peu les lieux géographiques, nous amène de manière subtile à comprendre combien cette transformation rapide de cette région est spectaculaire et incroyable. Si l'ère noire fut indispensable, on comprend aussi qu'il fallait un visionnaire à la tête de ces tribus, à la fois pour les faire entrer dans le XXIe siècle, bien sûr, mais aussi il fallait une sacrée habileté pour arriver à unir des petits peuples fiers de leur indépendance et de leur autorité. Il fallait aussi un personnage doté d'humanité pour garantir un subtil équilibre entre tradition ancestrale, culturelle et religieuse et une entrée fracassante de rapidité dans la modernité. Si les puissances occidentales lorgnent sur le pétrole, pour Cheikh Zayed, il est question, dans le désert de l'eau au cœur de la vie, de l'émancipation d'un peuple dans une période de bouleversement politique, du respect de sa foi et de ses traditions. En conclusion, il s'agit d'un récit inattendu, retraçant le destin d'un personnage réel, fin politique et humaniste, qui sut moderniser son pays tout en ménageant les traditions. Chers auditeurs, nous vous avons présenté aujourd'hui 3 livres, J'étais roi à Jérusalem de Laura Ulonati, Louis XVI et ses frères, Histoire d'une tragédie familiale d'Emmanuel de Valicourt et Le Faucon de Gilbert Sinoué. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».